Bonjour, bonsoir les Bogey Players et bienvenue pour cet épisode 6 du 19e trou. On est là, on est de retour dans le studio. Première chose, n'hésitez pas vraiment à vous abonner, à nous suivre, à nous envoyer des feedbacks, c'est vraiment le plus important sur Instagram. On a lancé aussi les shorts sur TikTok ce week-end, donc abonnez-vous. On est vraiment là, on essaye un maximum d'être présent sur les réseaux sociaux. Donc vraiment, continuez à nous suivre, on est très content d'être là. Et puis on va lancer cet épisode numéro 6. Mais d'abord Pierre, comment vas-tu ? Bah écoute, je vais très bien. On a passé une bonne petite semaine dans le sud, un petit tournoi de golf pour terminer notre saison 2022. C'était cool, mais voilà, encore plein de choses se sont passées chez les professionnels, ou en tout cas dans le monde du golf. Donc encore une nouvelle occasion d'en discuter aujourd'hui, ensemble et avec vous. Donc ouais, comme disait Alex, abonnez-vous, venez nous suivre. C'est vraiment trop cool de pouvoir interagir avec vous. Mais Alex, je vais dans tous les cas te demander, tiens, qu'est-ce qui s'est passé un petit peu ce week-end, qu'est-ce qu'on a au menu? Qu'est-ce qu'on a au menu cette semaine? On va parler un petit peu de l'European Tour. Il y avait un tournoi en Espagne, au golf de Valderrama. On va parler un petit peu des Français sur l'European Tour, sur le Challenge Tour. Et on va parler aussi un petit peu d'Alps Tour. On va parler du Zozo Championship au Japon qui a eu lieu sur le PGA Tour. On va parler du Live aussi, il y avait un tournoi à Jeddah. Et on va parler un petit peu préparé de ce qui va nous attendre pour ce week-end. Un nouveau tournoi sur l'European Tour, un nouveau tournoi sur le PGA Tour. Et rien pour le Live, mais bon, sans plus attendre Pierre, je pense. On y va? Ouais, on y va, let's go. Allez, l'Espagne, l'European Tour, Valderrama. Qu'est-ce que tu as pensé? Mais non, mais c'est toujours un tournoi cool à regarder, parce que c'est quand même un parcours un petit peu historique de l'European Tour, où il y a quelques années maintenant, on jouait la finale de l'European Tour là-bas, mais c'est toujours un parcours très compliqué, où cette année en plus il y avait des greens très rapides, et on a eu un défecteur du DP World Tour et PGA Tour qui gagne. Le premier joueur du Live a gagné sur un des autres grands tours. Donc voilà, on a eu Adrian Otaegui qui survole un petit peu le tournoi et qui bat le record de score sur le tournoi. Donc une super perf pour lui et certainement que le Live est content de l'avoir comme ça en premier jour à avoir gagné. Ouais, bah oui, comme je suis totalement d'accord avec toi, il fait moins 19, 6 coups d'avance sur Legegren ou Legegren, je sais pas exactement comment on prononce le nom de ce suédois, qui est à moins 13. Il a fait encore la troisième meilleure carte du jour, le dernier tour, alors qu'il avait énormément de coups d'avance. Il a survolé le tournoi, il était un peu chez lui en Espagne aussi, il faut le dire. Mais c'est jamais vraiment simple, comme tu le disais, de bien jouer à Valderrama, donc c'est vraiment une grosse perf. Et voilà, comme tu le disais, ça reste un joueur du Live. Alors il a fait que les 3 premiers tournois, je crois, du Live, il n'a pas fait les derniers. Donc peut-être qu'il réfléchit encore un petit peu à sa position, peut-être emballé un peu vite en y allant, on ne sait pas, on n'a pas eu plus d'infos. Mais ouais, c'est une grosse performance. Et on a eu un super top 10. Avec beaucoup de joueurs un peu connus. On a eu Min Woo Lee encore qui fait une bonne perf, qui finit 3ème, qui rentre dans le presque top 30 de la Race to Dubai, qui s'assure d'aller jouer la finale. Belle performance de cet Australien. Et on a la belle histoire aussi du week-end, si tu veux en parler Pierre, l'Espagnol. On a eu Angel Hidalgo qui était un petit peu le underdog, le chouchou du tournoi, un petit peu avec ses performances, qui grâce à cette 4ème place garde sa carte sur l'Open Tour et pour avoir vu quelques vidéos de lui après le tournoi, trucs comme ça, tu vois tomber vraiment en sanglots, où tu sens que voilà, une année sur l'European Tour c'est fatigant, en plus garder sa carte et un petit peu survivre sur ce tour, c'est une année hyper difficile mentalement, physiquement, donc on voit un petit peu vraiment à quel point ils sont impactés par leurs résultats évidemment, mais c'était le petit moment émotion un petit peu avec Angel Hidalgo, qui je crois n'est pas le seul à garder sa carte grâce à ce dernier tournoi. Je crois que tu me parlais de Marcus Kinhult, qui a fait des bons résultats il y a 2-3 ans déjà, était un super joueur, mais maintenant qui rentre confortablement dans le top 80, 77ème, donc aussi pour lui une bonne semaine où il s'assure de l'année prochaine je suis là. Exactement, c'est les belles histoires un petit peu de cette semaine et on va en avoir sûrement de plus en plus sur ces derniers tournois parce qu'on s'approche un peu de la fin de saison. C'est stressant pour certains joueurs, il y a des fins heureuses un petit peu comme pour Hidalgo et Kinhult, il y aura peut-être des fins aussi malheureuses, c'est un peu la loi du sport comme j'ai pu dire. Et bon voilà, c'était un beau tournoi, dans le top 10 on a encore eu Bob McIntyre qui enchaîne les bonnes performances ces 3-4 dernières semaines.
un nouveau top 10 pour lui. Et on a eu aussi Rasmus Højgaard qui est encore là, il fait encore un top 5, qui continue. Les deux frères sont là ces dernières semaines, ils sont toujours là pas loin de la gagne, ça joue la gagne, ça joue pas la gagne, mais ils sont toujours là. Donc c'était encore une belle semaine et puis encore des évolutions un petit peu sympas. Et là où je vais avoir ton opinion, c'est que tu as un petit peu balayé le sujet Otaegui qui se demande s'il a fait le bon choix du partir sur le livre. Moi je pense que pour le moment il se dit pas tiens je reviens sur le DP World Tour, mais je pense que ça dit à quel point ces points mondiaux auxquels ils n'ont pas accès sur le livre sont importants, parce que là je crois qu'il re-rentre dans le top 100 mondial, il est 10e sur le DP World Tour, donc ça lui assure quand même pas mal de choses niveau golfique, que ce soit les gros tournois, enfin les majeurs, où il pourra être invité, pourra jouer s'il est toujours bien classé mondialement, parce qu'on parlera du livre, mais plein de joueurs qui sont exclusivement sur le livre, là, perdent énormément de place et commencent à s'inquiéter un petit peu, je pense, pour leur futur en majeur, tant qu'on ne peut pas avoir de points mondiaux sur le livre. Exactement. Moi je suis assez d'accord, et puis je pense qu'Adrien Otaegui il a un peu raison. Oui, il avait envie de faire quelques tournois sur le livre, peut-être que c'était d'un point de vue pécunier, il avait envie de faire beaucoup d'argent, mais il n'oublie pas que 9 tournois dans une saison sur le livre, c'est quand même peu et que ça rapporte pas de points mondiaux, et il a encore un âge sûrement où il a envie de jouer des majeurs, où il a envie de faire des gros tournois, et comme tu le dis, pour l'instant le livre ne rapporte rien. Donc pour ceux qui sont sur le livre, les joueurs internationaux qui seront invités parce qu'ils ont déjà gagné un majeur, pour eux c'est assez simple entre guillemets, ils ont déjà aussi peut-être pas mal d'argent, donc ils sont peut-être un peu moins stressés sur ce point de vue-là. Mais pour d'autres joueurs, on voit qu'ils s'éloignent un peu au classement mondial et ça va être compliqué pour eux de faire des gros tournois, et ils sont en train de se dire est-ce que la situation du livre va évoluer, parce que pour l'instant, si ça continue comme ça, je pourrais jouer que le livre dans quelques années. Donc c'est vraiment un sujet qui va peut-être arriver dans les prochaines semaines, il va peut-être avoir quelques rebondissements. Donc c'est une première info, c'est sympa aussi de voir ce renversement de situation un petit peu, donc on va voir un peu comment ça évolue. Mais donc voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour en Espagne, en tout cas du tournoi de manière générale. Je te propose qu'on parle un peu des Français. Ouais, ça fait bien plaisir de parler des Français. Nos franchises qui ne sont, on n'a encore aucun sur le livre, mais donc qui sont sur l'European Tour, où on a eu, on va dire, une semaine où on avait 7 Français qui jouaient. Notre Français de la semaine est Antoine Rosner, qui finit 14e. Une belle place. Petit regret, il fait petit double au 18 le dernier tour, qui lui coûte quelques places, quelques points. Mais voilà, pour lui, encore une belle semaine, un top 15, c'est pas négligeable sur l'European Tour. Après, pour le reste, je vais te laisser commencer à en parler, mais c'est vrai que pour moi, c'est un petit peu mitigé, même si on avait un petit contingent, on n'avait pas beaucoup de joueurs qui étaient là, mais quand même, ça a été un peu difficile. J'aime bien Pierre, parce qu'en général c'est moi qui dis ça et toi t'es assez optimiste et assez content de la performance des Français. Et si toi déjà... Je te pose la balle sur le tee là, je te la pose sur le tee et tu peux envoyer une grosse bombe comme ça. Parce que là si déjà toi tu commences à dire que c'est mitigé, imagine moi ce que je pense un petit peu de ce tournoi. Bon après tu l'as tout dit, hein. Voilà, il y a Antoine Rosner qui fait une 14e place, c'est pas mal. Il est bien, il est aux portes du top 30 un peu du classement de la Race to Dubai, il va aller à la finale. C'est notre meilleur Français actuel de ces dernières semaines, de ces derniers mois. Il est régulier, il est bien dans son jeu. C'est pas encore la semaine où il gagne, mais bon, il est là chaque semaine. On voit son nom sur le leaderboard rapidement chaque semaine, donc c'est vraiment bien. Après, qu'est-ce qu'on a? On a Benjamin Hébert qui finit 28e, un top 30, voilà, au-dessus du par total. Et le troisième joueur qui a passé le cut, c'est notre copain qu'on a eu à l'interview, Romain Langasque, qui finit à plus 2 total, si je dis pas de bêtises, et qui finit à top 32e. Voilà. Et nos autres Français qui étaient là, Julien Brun, Mathieu Pavon, il avait fait une bonne semaine il n'y a pas longtemps, là il a eu un peu plus de mal, Frédéric Lacroix, qui eux n'ont pas passé le cut, et notre Victor Dubuisson national qui fait un tour et puis s'en va, un petit 76. Une Dubuisson, on va l'appeler. Voilà, exactement. Il faut lui dire que les compétitions sur l'European Tour, c'est 4 tours. C'est pas la coupe du saucisson du dimanche au golf de Fourqueux. Hein, c'est pas un tour, on joue pas en net ici. Hein. Non, mais c'est vrai que on continue à se poser des questions. Je pense qu'on n'a clairement pas toutes les infos, mais j'aimerais bien savoir ce qui se passe avec Victor. C'est embêtant. Si c'est mal au dos et qu'il y a une semaine ça se passe bien parce que le dos va bien et après la semaine d'après ça va mal, voilà. On espère qu'il va aller mieux, mais bon, ça fait quand même beaucoup et surtout avec la semaine dernière où il nous fait 4 tours, ça continue à nous faire poser des questions. Après, moi je pense, on sait de source sûre qu'il a mal au dos depuis très longtemps. Même quand il jouait très bien, il avait mal au dos. Il a toujours eu mal au dos.
Peut-être que là, il a une maladie chronique un peu du dos qui lui fait mal régulièrement. Ouais. Donc c'est vrai que bon, peut-être qu'il se lève une semaine et c'est vraiment insupportable et ça le fait mal jouer, donc il veut pas forcer. Et peut-être qu'une autre semaine, il se lève, ça fait un peu moins mal, il arrive un peu à tourner, donc il joue correct et continue. Mais on va dire que forcément ça met le doute. Ça met le doute. Bon, on est un petit peu en train de se dire, est-ce que dès qu'il fait un mauvais premier tour, il n'utilise pas cette excuse et quand il fait un bon premier tour, il pousse au deuxième et il voit ce qui se passe. Mais comme tu l'as dit, on ne sait pas concrètement ce qui se passe, donc on va pas trop en rajouter. J'ai déjà lâché quelques pics. Ce ne sont que des hypothèses. Exactement. Voilà, des hypothèses. Le seul truc qu'on sait, c'est qu'il a mal au dos. Ça, Voilà. ça c'est sûr. Donc voilà, bah, c'était un peu tout pour nos Français sur l'European Ils étaient pas Tour. beaucoup. Ils étaient pas beaucoup, ils n'ont pas été très bons, voilà, je le dis. Donc dans tous les cas, on va pas non plus en rajouter des tonnes, mais peut-être qu'on peut voir notre quinquennat français sur le Challenge Tour. Ouais, non, exactement. Donc on avait du Challenge Tour encore en Angleterre cette semaine, où c'était le dernier tournoi de la saison régulière, donc qui permet de sélectionner les 45 premiers qui vont à la finale à Majorque. Et pour ça, donc on en aura combien déjà qui se passent à la finale? On a 7. Robin Sio, Clément Sordet, Co, Pierre Pinault, David Ravetto, Félix Maury et Adrien Sadier qui lui a mis le putt au 18 pour birdie ou pas, je ne sais plus, mais en gros pour rentrer dans ces 45. Donc voilà, une bonne nouvelle, 7 sur 45, c'est quand même un beau petit contingent de Français quand on y pense pour ces top 45. Donc voilà, on a je pense déjà Sio et Sordet qui ont la carte assurée. Pour les autres, bah, ça va être... Enfin voilà, il y en a quelques-uns qui peuvent encore espérer avec un très gros résultat. Pour les derniers, ce sera peut-être un peu plus difficile. Ouais, bah, bon, pour revenir sur le tournoi, Ego Kusso finit 4ème à moins 18. Donc il faut quand même le noter. Pour une fois que c'est moi qui rattrape un peu le chemin des Français, il faut quand même noter une belle performance de Ego Kusso à moins 18. Ça ne le qualifie malheureusement pas dans les 45 premiers pour aller à la finale. Après on a eu Adrien Sadier. Si, il est 30ème. Il est 30ème? Il est 30ème. On l'avait raté en fait. On l'avait raté. Donc ils sont 8 et Hugo Kusso. Voilà. C'est vrai qu'il faisait une bonne saison, ça me paraissait bizarre. Donc Hugo Kusso qui fait une bonne performance avant d'aller à la finale. Et après on a Adrien Sadier qui finit 11ème, moins 17. Jongonko 16ème, moins 15. David Ravetto 25ème, moins 14. 27ème Pierre Pinault à moins 13. Félix Maury 33ème, moins 12 pour les meilleurs. Et ensuite on a Robin Sio, Sébastien Gros, Clément Sordet, Gary Stahl qui prennent quelques points pour ce dernier tournoi de la saison régulière. Et malheureusement, nos Français qui n'ont pas passé le cut et qui vont devoir aller au Qualification School pour essayer de retrouver une carte, ça va être Giancarlo Casanova, Damien Perrier et Romain Vattel qui ont une saison quand même assez compliquée, qui sont au-delà du top 100 à la Road to Mallorca, si ce n'est top 200 pour Romain Vattel, une saison très difficile pour Romain. Donc voilà. Et donc on prie un petit peu pour que nos Français fassent une superbe perf la semaine prochaine. À Majorque, on en a 8. Il y en a certains qui ont déjà leur carte assurée. Il y en a certains qui sont très proches. Co est 20e, Pierre Pinault est 26e. Donc ils n'ont pas forcément besoin de gagner pour essayer d'avoir leur carte, mais il faudrait quand même une bonne perf. Et d'autres Français où il va falloir vraiment sortir une très grosse perf, comme Adrien Sadier, si je ne dis pas de bêtises, Félix Maury et David Ravetto, qui sont plus aux alentours de la 35e, 40e, donc un peu plus loin du top 20. Donc ça va être un gros tournoi intéressant à suivre. Parce que je sais pas exactement à quel point il est plus doté que les autres, j'imagine beaucoup, mais là c'est déjà des joueurs qui ont beaucoup de points, donc à voir quelles sont les possibilités pour ces joueurs qui sont un peu plus loin. Et maintenant que tu vois qu'on parle de ce Challenge Tour, bah on a déjà aussi des petits Français qui vont venir les rejoindre l'année prochaine, où en fait on avait les finales de l'Alps Tour la semaine dernière, si je ne me trompe pas. Exactement. Où on a eu quelques Français qui ils seront sur le Challenge Tour l'année prochaine. Exactement. Bah oui, totalement raison. Bah oui, parce alors, c'était pas le week-end dernier, c'était le week-end d'avant, mais on trouvait que c'était important d'en parler, vu que c'est la finale du Challenge Tour. On parle de ceux qui vont rester, ceux qui vont sortir. On n'a pas parlé de ceux qui vont rentrer l'année prochaine, comme tu l'as dit. Donc on a 2 Français. Il faut savoir que l'Alps Tour, c'est la division numéro 3 en fait, du golf en Europe. Et que les 5 premiers de ce classement général montent sur le Challenge Tour directement. Et dans ces 5 premiers, on a 2 Français, dont on a déjà évoqué un peu les noms. C'est les 2 qui nous ont représentés au championnat du monde amateur. Donc on a Julien Salle qui finit 3e au tournoi de la finale en Italie et qui finit 2e au classement total, néo-pro, et passé pro juste après les championnats du monde amateur. Et on a Tom Vaillant, qui est encore amateur pour l'instant, qui a fini 4e et qui a fini 3e du classement final, donc il a sa carte automatiquement sur Challenge Tour, même s'il est amateur.
il peut quand même jouer les tournois du Challenge Tour l'année prochaine. Ça veut dire qu'il ne remportera pas de gains, mais il peut quand même jouer ces tournois du Challenge Tour s'il veut rester amateur et représenter encore son club en tant qu'amateur en 2023. Donc on verra sa décision. Et le dernier amateur qui est sympa, il a 17 ans, vous l'avez vu à l'Open de France, Oyan Guilamondegui, fait une 7ème place à la finale, 14e place totale sur l'Apps Tour au classement général sur l'année. À 17 ans, il n'a même pas encore passé le bac, il a déjà fini 14e sur l'Apps Tour, c'est quand même un futur espoir. Oui, mais j'imagine que l'objectif maintenant c'est l'année prochaine refaire la même chose. Je ne sais pas s'il gardera son statut amateur ou passera pro, mais en tout cas j'imagine qu'il va refaire aussi maximum une saison pleine sur l'Apps Tour pour potentiellement choper une carte sur le Challenge Tour l'année suivante. Donc voilà un peu pour, ouais, c'est vrai, nos Français, nos jeunes qui sont encore, Julien Salle est passé pro, mais on a toujours Tom Vaillant qui, avec ces nouvelles règles un petit peu sur ces tours-là, reste amateur et choses comme ça, ce qui est plus simple pour pouvoir jouer des deux, mais qui rentre aussi dans les classements des pros pour potentiellement avoir une carte, et il l'a chopé pour le Challenge Tour l'année prochaine, donc une super nouvelle. Exactement, donc on espère qu'Oyan fera la même chose l'année prochaine, une Tom Vaillant. Et pour information, les 3 autres joueurs du coup non français qui montent sur le Challenge Tour, on a Gregorio De Leo, un Italien, on a Stefano Massoli, un Italien encore, et on a Gary Hurley, un Irlandais. Donc ces 3 joueurs aussi seront sur le Challenge Tour grâce à l'Apps Tour, tout en sachant aussi qu'il y a des cartes qualificatives qui vont se dérouler fin octobre, début novembre, pour aussi avoir des catégories, que ce soit sur l'Apps Tour, le Challenge Tour et l'European Tour. On en parlera peut-être dans un prochain épisode, mais il y a encore des possibilités pour nos Français d'aller rejoindre notre contingent français. Ouais, exactement. Bah écoute, plutôt pas mal pour nos Français. Franchise, on a parlé de plein de franchises là, donc c'est cool. On a quoi maintenant, Pierre, au menu ? Et écoute, on peut aller parler un peu du PGA Tour qui se délocalisait au Japon pour le Zozo Championship. Moi, la première chose que j'ai à dire, c'est des vidéos, ce que tu regardes à la télé, des vidéos que j'ai vues, c'est que le golf au Japon est un sport un petit peu presque national, avec beaucoup d'effervescence, et Hideki Matsuyama et leur star un petit peu, qui lui a ramené le Masters à la maison l'année dernière. Donc un premier gros tournoi, on va dire, parce qu'on avait la majorité en gros des 60 meilleurs de la FedEx, bon, pas tout le monde évidemment, mais vraiment un premier gros champ où on a eu en fait le vainqueur d'un revenant qui empêche un potentiel revenant de gagner un tournoi depuis longtemps, avec Keegan Bradley qui gagne d'un coup sur Ricky Fowler. Exactement. Donc voilà, il y avait pas mal d'histoires. Moi, c'est avec Ricky qui est un des joueurs que j'ai un peu idolâtré plus jeune, qui avait un style à lui, qui a été un peu des premiers au-delà de Tiger, mais avoir une image très marketing dans le golf, très bien vue et très connue en dehors du monde du golf, qui revient petit à petit. Il a déjà pris plus de points à la FedEx Cup cette année que l'année dernière, alors qu'il a joué 3 tournois. Une 6e place au premier tournoi, une 2e place ici. Et en fait, il a fait plein de changements dans son environnement, où il a quitté son coach et revient avec Bud Sharman, qui a été l'un de ses instructeurs historiques. Et il a aussi changé de caddie, où il avait son caddie qui était un très bon pote, je crois. Si pas roommate à Oklahoma State, je dis certainement une connerie, mais en tout cas un vrai bon copain qui était sur le sac, où voilà, maintenant c'est plus le cas, il change un peu de système, et là pour l'instant ça a l'air de payer ses fruits. Exactement. Moi je suis un peu d'accord avec toi, j'ai un peu idolâtré aussi Ricky Fowler quand il est arrivé sur le PGA Tour, tout en orange, parce que c'était les couleurs de sa fac américaine d'Oklahoma State University, pour ceux qui ne le savent pas. Les cheveux un peu longs, le style surfeur, chez Puma, un peu décalé, alors que d'habitude c'était plutôt du FootJoy ou du Nike un petit peu, donc c'est vrai qu'il était un petit peu sympa, côté très marketing. Ça fait plaisir de le revoir un petit peu bien joué, on aurait envie de le revoir. Il avait gagné le Players aussi il y a quelques années, qui est considéré comme le 5e majeur. Donc voilà, ça ferait plaisir de le revoir. Surtout que c'est un mec qui a fait qui a fait une année où il a fait que des top 5 en majeur. Et là, tu le vois un petit peu végéter en dehors de la 150e place mondiale, ce qui est un peu triste pour en tout cas nous qui suivions Ricky depuis ses tout débuts pro à la sortie de la fac. Avec son swing un peu flat, plat, un peu par rapport au plan, pour ceux qui connaîtraient un petit peu, c'était vraiment assez marrant à regarder. Il a sa propre marque, tu le reconnais tout de suite. C'est ça qui est cool. Donc voilà, écoutez... On a parlé du deuxième, on a parlé du vainqueur. Voilà, on n'a pas parlé de Keegan Bradley, quand même, qui n'avait pas gagné depuis les playoffs de la FedEx Cup 2018. Donc lui aussi, ça commençait à faire un petit chemin de croix. Bon, il y en a qui gagnent jamais, tu me diras, mais ça commençait à faire pour un joueur comme ça qui a joué les avant-postes de la FedEx Cup régulièrement ces 5-6 dernières années.
ça faisait longtemps, ça fait plaisir, un peu émotionnel, non? Tu l'as vu toi un peu Ben non, un mais peu... enfin, il avait larmes aux yeux. Tu sens que ça a été aussi un petit peu un chemin de croix où enfin, il avait gagné un USPGA, si je ne me trompe pas, assez jeune. Enfin, c'était un joueur qu'on regardait et qui était un des futurs Américains, grands Américains à jouer. Maintenant, il a eu des petits joué bien moins bien joué depuis un moment. Et en plus, maintenant, enfin, il est marrant, mais il y a des tocs qui sont assez particuliers quand il joue, où on sent que dans la tête, ça n'a pas été facile depuis quelques années. Donc, mais voilà, c'est un joueur attachant, je trouve, même si je suis pas un grand fan de son jeu ni rien, mais un joueur attachant parce que la personne a l'air très très sympa, très cool, la tête sur les épaules. Donc voilà, très content qu'il gagne et qu'il revienne, et ce serait cool qu'il revienne à un gros niveau. Et pourquoi pas, voilà, revenir dans les choix du capitaine de Ryder Cup l'année prochaine. Donc voilà, moi on lui souhaite que du bon. Exactement. Voilà, je suis pas non plus un grand fan de la personne ni même du joueur, mais c'est vrai que ça fait plaisir. Il avait un côté touchant, il avait un côté un petit peu casse-cou, je me rappelle un peu à l'époque. Un peu, voilà, il n'était pas forcément apprécié de tout le monde, il avait certaines réactions qui n'avaient pas très bien passé, je me rappelle avec son caddie, il s'était embrouillé une fois, je me rappelle, sur une sortie de bunker. Donc voilà, c'était pas forcément le plus apprécié, mais ça a l'air d'être une bonne personne, il a un peu évolué, on sent qu'il a un peu souffert ces dernières années, il n'a pas très bien joué au golf, ça fait plaisir, il a beaucoup de tocs, ça c'est vrai. Voilà, il est un peu goofy, il porte ses Jordan, des Jordan pour jouer au golf. Il avait un long putter assez tôt, ce truc-là, donc tu le reconnaissais aussi un peu tout de suite. Exactement. Voilà. Bon bah il revient en forme, très bon pour lui, et on lui espère d'autres victoires peut-être, et voilà, qu'il vienne en Italie l'année prochaine pour représenter les États-Unis. Exactement. Il va lui en falloir un peu plus encore, mais voilà. Donc c'était un beau tournoi. On a aussi notre futur leader européen de la Ryder Cup, je pense, Victor Hovland, qui fait 5e. C'est un peu son tournoi de reprise. Voilà, il y a aussi Cameron Champ américain qui est dans le top 6. Dans le top 10, pardon. Donc c'était un beau tournoi, pas mal de bons petits joueurs. C'était intéressant. C'était difficile à regarder étant au Japon, mais voilà, ça aurait pu être intéressant. En replay un peu, on a regardé, c'était sympa. Ouais. Et donc voilà. Très beau parcours. Donc voilà, et pour le côté américain, pour ceux qui ne le savaient pas ou qui ne l'ont pas vu, il faut quand même commencer à suivre. Mais sur le Champions Tour, on a Freddie Couples qui a fait 60 à 63 ans. Donc voilà, c'est juste pour la petite info, la petite histoire. Il y a des jeunes ou des plus jeunes qui nous regardent. Voilà, à 63 ans, Freddie Couples, il a encore joué 60. Donc tout est possible. Le parcours est un peu plus court, hein, c'est pas le parcours du PGA Tour, mais quand même il faut le faire le 60. Donc pour ceux qui nous regardent et qui se considèrent un peu moins jeunes que nous, on va dire, entre guillemets, voilà, c'est toujours possible de faire des scores très bas, il ne faut pas se contenter de la médiocrité, il faut prendre exemple sur Freddy. Je vous dis ça, voilà, c'est pas simple, mais voilà, tout est possible dans la vie, donc c'est quand même un peu le rêve de tout golfeur. De battre son âge avec un score, ouais, je pense que c'est un achievement tu peux dire, tiens, c'est l'un de mes meilleurs de ma vie de golfeur et de notre vie tout court, hein. C'est peut-être un petit peu un rêve, un graal qu'on pourrait viser. Par contre, quand il pense, c'est pas évident, quoi. Si 60 déjà, voilà. Déjà à 20 ans, on peut les faire. Mais à 60, quand tu te dis 75 ans, 78 ans et qu'il faut faire moins de 75 ou 78, voilà, ça doit pas être du gâteau, et il y a encore un peu d'entraînement à faire avant d'y arriver. Exactement. Voilà un peu pour le PGA Tour au Japon. Et est-ce qu'on parlait pas un peu du livre, Pierre? Bah si, on avait du livre à Jeddah, qui était un des premiers livres où ils avaient un premier sponsor déjà, un peu petite news économique. Mais et donc on a eu la victoire de Brooks Koepka en playoff face à son ancien colocataire, enfin roommate un petit peu sur le Challenge Tour à l'époque, quand les deux avaient commencé sur le Challenge Tour. Donc un match entre potes, et ça faisait longtemps que Brooks avait du mal, ça fait 2 ans qu'il gère avec les blessures, qu'il ne joue pas très bien, qu'à un moment il a clairement dit après sa victoire en plus, c'est un moment il s'est dit tiens, l'espace d'un instant ma carrière est terminée, parce que problème de genou, problème de poignet, problème de hanche, on le voyait, il n'arrivait pas à se baisser sur les greens là il y a 6 mois ou quelque chose comme ça pour lire un pote. Donc voilà, il revient, il gagne un tournoi, il prend un gros chèque, et aussi lui est assez émotionnel. Et en interview après, qui joue un petit peu la carte
de la compétition par équipe sur le livre qui lui fait revivre un peu son envie de jouer au golf. Moi, très honnêtement, je pense que c'est de la com pour le livre et pas ça du tout. Mais il y avait un petit pari en fait, il va faire un petit cadeau à son frère. Il va lui offrir une Lamborghini. Et oui. Voilà. Parce que il avait dit, tiens, on gagne le tournoi en équipe, donc c'est les Crush. Attends, quel est le nom de son équipe? Les Smash. Smash JC. Ok, Smash JC. Ouais. Et voilà. Et donc il avait dit à son petit frère Chase, qui lui aussi joue sur le livre et donc est dans la même équipe, que s'il gagnait ce tournoi en équipe, et il lui offrait une Lambo. Voilà, tranquille. Et le frère avait juste besoin de donner la couleur et il a choisi Lime Green. Vert citron. Donc voilà. Discret. Ça passera crème en Floride, là où ils iront se promener en lambeau pour aller jouer quelques parcours et s'entraîner. Exactement. Voilà. Taille sur le livre, Pierre, que je ferai un peu pareil, moi. Je choisirais juste la couleur, moi. Tu veux une lambeau? Ouais. Non, pas lambeau, Ferrari. Fais pas rouge. Ouais. On verra, on choisira la couleur quand tu auras gagné. Ouais. Enfin, je serai là, je serai dans l'équipe. Hein. Je l'aurais fait plus 12, mais vu que tu auras fait moins 16, on aura gagné. Mais voilà, un tournoi du livre encore un petit peu. Enfin, il n'y avait personne sur le parcours. Très très peu de spectateurs, donc assez particulier. Et je crois que j'ai vu des chiffres d'auditoire sur YouTube et choses comme ça qui sont assez un petit peu tristes. Je crois maximum 25 000 viewers sur YouTube le dernier tour. Donc voilà, toujours un petit peu partagé là-dessus. Est-ce que tu as d'autres trucs, toi, qui t'ont sauté aux yeux sur cette semaine de livre? Non, pas trop. Moi, ce qui m'a marqué un peu, c'est quand on voit que... Ça n'a rien à voir avec ce tournoi en particulier, mais plus sur le fait que Dustin Johnson, en 6 tournois sur le livre, plus sa prime à la signature, a déjà emporté presque 31 millions de dollars. Quand tu vois qu'un Xander Schauffele, qui est quand même un joueur récurrent de Ryder Cup, du PGA Tour, qui fait beaucoup de bonnes performances, en 140 tournois sur le PGA Tour, il n'a même pas dépassé encore les 30 millions. Alors, oui, de dollars. Donc oui, on se dit c'est quand même le choix du roi. Mais bon, on voit quand même un écart entre les deux. C'est assez lunaire. Donc on sent quand même que c'est pécunier. Après, le côté tournoi par équipe, comme tu dis, de Brooks, qui dit que ça le fait revivre, moi j'y crois pas. Très honnêtement, on est tous d'accord pour dire que sur le livre, le tournoi par équipe, personne ne le suit, tout le monde s'en fout à la rigueur. Donc voilà, c'est vraiment pour essayer de promouvoir, d'autant plus que c'était le dernier tournoi de la saison régulière avant la finale du livre, qui est uniquement par équipe. Donc je pense que c'est beaucoup marketing, beaucoup de pub. Ouais. Voilà, je suis pas forcément d'accord. Donc voilà, moi je suis toujours pas convaincu par ce livre. Ça m'intéresse plus ou moins. J'ai pas trop envie de regarder. Je regarde les résultats, je regarde quelques coups, mais je suis pas autant accroché qu'un Zozo Championship sur le Japon. Donc voilà, moi je suis toujours un peu dans cette position. Voilà, qu'est-ce qu'on a un peu? Bryson DeChambeau est sorti du top 50 mondial. Du coup, vu qu'il fait que les tournois du livre et que maintenant il prend plus de points. C'était l'un à se plaindre vraiment et directement incriminer un peu les tours, de dire là il faut que nous, spectateurs, puissions comprendre que c'est une mafia, ou c'est un petit peu ce qu'il a voulu dire. Voilà, il sort du top 50. Il a gagné un US Open, donc il est certainement réinvité à plein de majeurs bientôt. Mais on sent que ces rankings, ces World Ranking Points, ça va être un gros point d'attention et un gros problème si le livre ne peut toujours pas les proposer. Après, est-ce que tu veux des World Ranking Points ou potentiellement de faire 31 millions 600 637 760 dollars sur une année. Bon, il a gagné et tout ça, donc c'est pas pour tout le monde. Mais bon, voilà, c'est qu'est-ce que je veux, mes World Ranking Points ou potentiellement beaucoup d'argent. Ça sera la question que les futurs, de prochains joueurs vont se poser très prochainement, à mon avis. Ouais, qui se la pose. Moi, en tout cas, je regarderai toujours plus le PGA Tour et l'European Tour que le livre. Ouais, et tu vois, parlant d'European Tour, qu'est-ce qu'on a pour avoir fait le recap maintenant de ce qui s'est passé ce week-end dernier? Qu'est-ce qu'on a la semaine prochaine? Alors, on a le Mallorca Golf Open. Alors, voilà. C'est un petit tournoi. Ouais, il n'y a rien, vraiment, personne. C'est l'avant-dernier tournoi avant les finales et choses comme ça. Il n'y a personne. Donc il n'y a pas grand monde. Il n'y a personne. Mais je vais quand même te demander un petit peu, est-ce que tu as des petits bets, des petits paris un peu sur le... En attendant, si tu les as pas préparés, je peux te sortir les miens.
Laisse-moi ressortir la liste. Moi j'ai un peu préparé cette fois-ci, j'en ai Vas-y. marre de donner des joueurs un peu comme ça à la va-vite sans un peu anticiper les potentiels bons résultats. Donc cette semaine, je parie que Jason Scrivener il fait top 10. Jason Scrivener. Voilà. Ok. Voilà. T'as très bien préparé ça. J'ai très bien préparé ça. Je n'avais pas les informations sur ses récentes performances. Et chez les Français. Que... Et chez les Français. Chez les Français. Chez les Français, parce que j'ai regardé dans la liste, il y a un Français qu'on ne connaît pas du tout, qui a gagné sa place. Oui, effectivement, j'ai vu ça. Exactement. Comment il s'appelle exactement? Diego Dupin. Voilà. Bah Diego, je veux pas te mettre la pression, mais t'as jamais joué, je crois, sur l'European Tour. T'as fait un peu de Challenge Tour au Vaudreuil, je crois, ce que j'ai vu sans passer le cut. Mais là, tu vois, petit tournoi de l'European Tour. C'est un Français qui habite à Ibiza, donc il a dû se qualifier un petit peu via la fédération espagnole. Donc voilà, il a sa place. Il semblerait qu'il ait eu un national spot, donc certainement que la fédération espagnole lui ait filé une Il a dû gagner un tournoi amateur espagnol ou le tournoi, voilà. Donc moi, je dis que Diego Dupin passe le cut. Voilà. J'en ai marre de dire que nos Français vont faire les top 10 des top 20. Je dis que Diego Dupin, il passe le cut. Écoute, c'est un pic La cote est haute. original. La cote est haute. Ouais. Écoute, moi pour ma part, j'ai pu regarder un petit peu. Je sais pas qui choisir entre les deux frères Rochegarde. Je vais prendre Rasmus quand même, qui est en pleine forme, qui voilà, rejoue ce tournoi, qui est pour moi l'une des têtes d'affiche, avec Adriano Taigui qui vient de gagner, Ryan Fox aussi. Voilà, il est en forme. Adrian, il a gagné là 2 d'affilée, c'est quand même pas courant. Donc Rasmus Højgaard. Et pour un résultat français, Qu'est-ce qu'il fait Rasmus? Il gagne? oui, il gagne. Ah, il gagne. Je joue pour le vainqueur. Tu joues Je joue pour le vainqueur. Et pour un autre français, moi je dis que Victor Dubuisson il passe le cut cette semaine. Ah. Et il joue 4 tours. Ah oui, alors ça c'est pareil, c'est une belle cote. C'est certainement une belle cote aussi. Je joue des grosses cotes. Il faut jouer des grosses cotes. Je dis pas de jouer des grosses mises, mais il faut jouer j'aime jouer des grosses cotes. Donc voilà, Dubuisson qui passe le cut, qui fait 4 tours, et Rasmus Højgaard qui gagne le tournoi. Victor, on le verrait vendredi sur Golf Plus. On le verrait vendredi et samedi. Ouais, c'est ça aussi. Oui. Donc voilà, un petit peu pour mes pics sur l'European Tour cette semaine en tout cas. Bah voilà. On n'a pas grand chose d'autre à vous dire un peu sur ce tournoi. C'est un des petits tournois avant les finales, comme tu l'as dit. Donc voilà, le champ sera pas exceptionnel. On vous détaillera un petit peu ce qui s'est passé, mais voilà un petit peu nos pics. Sinon, pour les autres Français, il y a Julien Brun, il y a Fred Lacroix qui joue, il me semble qu'il y a Romain Langasque, il y a Julien Guerrier. Donc on a quelques Français qui sont là, Benjamin Hébert, Mike Lorenzo Vera, Raphaël Jacquelin, Robin Roussel, Joël Stelter, et c'est tout pour nos Français. Donc une 10-12aine, je pense, de Français qui jouent. Et donc, encore une fois, Fred Lacroix, 122e à la Reste Les 2 derniers tournois sont importants. Voilà, il lui faut une bonne perf, un top 20, top 30 quelque part, pour Ouais. essayer de repasser du bon côté. Pour l'instant, il passe pas les cuts, donc il prend pas de points, mais on espère qu'il va arriver à faire une bonne perf sur les 2 derniers tournois, au moins pour sauver sa carte et pas devoir retourner au PQ3. Il est certainement en plus très au courant de savoir, tiens, qu'est-ce qu'un top 10, top 15 lui permettrait de faire. Donc voilà, on lui souhaite de faire la perf qu'il faut pour être là l'année prochaine sur l'European Tour. Exactement. Et alors, qu'est-ce qu'on a si on a... Alors par contre, là, on a dit que le tournoi n'était pas non plus... c'est pas un rêve de champ ou quoi que ce soit, mais on a un très bon tournoi sur le PGA Tour avec la CJ Cup, où il me semble que là on a 15 des 20 meilleurs joueurs mondiaux qui seront là. Donc on va plus regarder le PGA Tour que l'European Tour. Tu vois, on va voir les stars qu'on aime voir toutes les semaines jouer au golf, qui nous tapent des coups exceptionnels et qui nous font des grosses cartes. Mais voilà, là il y a un gros deuxième tournoi d'affilée où on a Rory qui vient, on a Scheffler, Spieth, on a les 15 des 20 meilleurs mondiaux, donc un gros champ et une petite carotte en plus pour Rory, je pense, que peut-être tu l'avais mentionné, qu'on a vu passer sur les réseaux, mais voilà, une petite carotte pour lui. Bah oui, il peut repasser numéro 1 mondial. Ça fait très longtemps. Il est régulier, hein. Il est dans le top 5 mondial ou top 10 au plus sur ces 7-8 dernières années, je pense, parce qu'il est très régulier. Mais il pourrait repasser numéro 1 mondial si jamais il gagne et que Scotty Scheffler ne finit pas deuxième, à égalité ou solo, ou si Rory finit deuxième tout seul et que Scotty Scheffler finit 34e. Bon, c'est très hypothétique, on va voir ce qui se passe. Il faut aussi que Rory McIlroy joue bien, il est très régulier, mais bon, on n'est pas à l'abri qu'il fasse une mauvaise semaine, mais il peut passer numéro 1 mondial, et ça,
ça va me donner envie de suivre encore plus ce tournoi. J'imagine, étant ton joueur de prédilection. Mais écoute, ouais, c'est un petit truc sympa où ça met un peu de pression à Scheffler si Rory voit Rory faire des gros scores en début de semaine. Mais voilà, CJ Cup qui se joue en Caroline du Nord je pourrais pas vous dire en fait, mais je pense que c'est un parcours très récent par contre, et l'un apparemment des meilleurs parcours récents qu'on a aux États-Unis. Et donc la CJ Cup, laissez-moi. Caroline du Sud. Caroline du Sud. Ouais. Ok, bon bah j'étais pas très loin. J'allais plutôt au nord. Voilà, on est parisien, on est attiré par le nord. Exactement. Mais c'est Caroline du Sud. Merci pour la correction, Alex. Bon, avec plaisir. Heureusement que tu avais l'article sous les yeux. Voilà. Écoute, voilà, hein, c'est un petit peu tout ce qu'on avait à dire cette semaine. C'était pas mal, hein? Mais encore une belle semaine. On a un week-end presque un petit peu calme où on pourra voilà, le soir, pendant le week-end, se mettre devant la CJ Cup, voir un peu ce qui se passe. Et dans tous les cas, on sera de retour la semaine prochaine pour épisode 7. Exactement. Bon, on va pas faire non plus trop de suspense, mais attention, il va y avoir du beau contenu qui va sortir cette semaine. On vous en dira plus un peu sur les réseaux sociaux et tout, mais vraiment, suivez-nous, parce que il va peut-être se passer des choses avant l'épisode 7 du 19e trou. Je dis ça, je dis rien. Bon, si je le dis, c'est qu'il va quand même se passer quelque chose, mais je le dis quand même. Donc voilà, restez un petit peu, suivez-nous. On se met le couteau sous la gorge. Exactement. Suivez-nous, regardez bien nos réseaux sociaux. Regardez, on a commencé à relancer des reels, des shorts sur YouTube, sur TikTok. On essaie un peu d'alimenter encore un petit peu plus ça. Encore une fois, donnez-nous un maximum de feedback. Suivez-nous, likez nos vidéos, c'est comme ça qu'on peut essayer un peu de grossir la communauté. Et c'est notre objectif. Et attention, il va se passer des choses cette semaine. Voilà, Pierre, moi je te souhaite une bonne semaine. Ouais, à la semaine prochaine. Et on se verra la semaine prochaine. C'est que ça zip.